Bien, bonjour à tous, bienvenue à cet épisode bonus de La Goutte de Trop. J'imagine que si vous avez décidé de nous écouter aujourd'hui, c'est que vous avez dévoré le balado produit par les finissantes en études littéraires du Collège Antique. D'ailleurs, ce serait peut-être la première recommandation que je ferais, hein, si vous n'avez pas encore complété l'écoute de tous les épisodes qui ont été distribués jusqu'à maintenant, bien, ça serait une bonne idée d'aller finir l'histoire parce que sinon, ben, il se pourrait que vous tombiez sur quelques divulgateurs, pour prendre l'expression francisée, et si ça pourrait nuire à votre plaisir. On est quand même fiers de l'histoire qu'on raconte à travers ce balado-là. Donc, on essaie de maximiser les chances que vous l'appréciez à sa juste valeur. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, ça va être de revenir essentiellement sur l'expérience qu'on a connue ensemble cette année, en fait, cette session-ci plus précisément, au Collège Hunsick. Je vais vous présenter dans quelques instants, grosso modo, quel était le projet. Ensuite, je vous présente les finissantes et on a préparé une série de questions qui vont être abordées sous forme de table ronde. Et comme ça, ben, vous allez pouvoir en apprendre davantage sur la démarche, en fait, qui nous a animés au cours des derniers mois. Savoir aussi en apprendre davantage sur les comédiennes, sur les autrices de ce balado-là et peut-être avoir des informations privilégiées. Qui sait, on ne sait pas ce qui sortira de ces échanges. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le programme d'études littéraires du Collège Hunsick, habituellement, eh bien, en dernière session, il y a le cours de production théâtrale. C'est un cours duquel on est très fiers et qui permet normalement aux finissants et finissantes de procéder de à l'écriture d'une pièce de théâtre originale, mais également à la production de cette pièce-là, c'est-à-dire à l'interprétation, la mise en scène, l'élaboration des décors, l'élaboration des costumes, et il y a normalement des représentations devant public à la fin de la session. C'est un des événements forts du parcours, des étudiants en lettres. Cela dit, eh bien, au cours de la dernière année et demie, évidemment, la pandémie nous est tombée dessus et il a fallu réfléchir à comment on pouvait adapter ce cours-là pour que ça fonctionne avec un enseignement à distance. Alors, forcément, j'ai beaucoup réfléchi au cours de l'été dernier et j'en suis venu à l'idée de, plutôt que de produire une pièce de théâtre en bonne et due forme, eh bien, de produire un balado de fiction. Surtout étant donné que, bon, ça permettait d'aller revenir sur des aspects qui étaient, disons, des compétences qui étaient exploitées dans le cadre de la mouture classique du cours de production, bon, interprétation, mise en scène, etc. Mais ça permettait de le faire à l'aide d'un médium qui est de plus en plus à la mode, hein. On est en train de vivre l'âge d'or du balado. Et au Québec, le balado de fiction commence tout juste là, à gagner en popularité, notamment en raison des balados produits par Radio-Canada. Alors, je me suis dit, on va tenter de faire la même chose. On a commencé en faisant la première moitié de la session à distance et étant donné qu'on est un groupe réduit, mais à peu près à partir de la mi-session, on a pu commencer à se rassembler au collège pour procéder notamment à des enregistrements. Et donc, voilà la petite histoire derrière. Alors, reste à voir ce que l'avenir réservera à ce cours-là. Est-ce qu'on reviendra à une formule plus traditionnelle de pièce de théâtre ou est-ce que la formule balado deviendra la norme? Seul l'avenir nous le dira. Et honnêtement, je trouve que le résultat auquel on est arrivé cette année est plus que satisfaisant. En fait, j'ai été grandement impressionné par ce qu'on a été en mesure de faire et c'est en très grande partie, en fait, presque totalement en raison de la grande qualité des étudiantes, en fait, qu'on avait au collège, donc en tant que finissante du programme études littéraires. Alors, sans tarder, je vous les présente et elles pourront, par extension, vous dire quels étaient le rôle qu'elles ont interprété dans le balado et faire une petite présentation du personnage. Alors, je commence avec ce que je vois ici. Annalise Castro-Ramon. Voilà ton nom. Alors, quel était le personnage que tu interprétais dans Une goutte de trop? La goutte de trop. Ben, moi, c'est Margot. Dans le fond, c'est
martyr là, de notre orphelinat, de notre pensionnat, parce qu'elle elle est homosexuelle, puis c'est vraiment un scandale dans le contexte du pensionnat. Donc voilà, c'est pas mal ce qui la présente le plus. Tu es la première à avoir eu le privilège de te faire torturer dans le cadre du balado. Donc, félicitations pour ça. Très Ensuite, Bianca Theodora Outanou. Alors, je te laisse présenter ton personnage. Moi, j'ai interprété le personnage d'Irina. C'est une immigrante qui vient de Roumanie, puis elle a été orpheline, donc elle a été forcée à venir au Canada, puis joindre toutes ces autres belles filles qu'on va rencontrer tantôt. Donc, c'est pas mal ça. Une de celles qui se découvre quand même un appétit pour la révolte en s'inspirant notamment de son histoire familiale. Ouais. Donc, merci Bianca. Ensuite, Samira Lamontagne. Oui, en fait, j'ai été honorée d'avoir la tâche de faire 2 personnages dans le podcast, dans le balado, excusez-moi. J'ai interprété le rôle d'Annette, donc qui est une des pensionnaires, puis qui a à cœur la religion, puis qui est vraiment, qui idolâtre, je dirais, Sœur Augustine, qu'on présentera plus tard. Puis j'ai aussi interprété le rôle de Jeanne, qui est aussi assez souvent autour de Sœur Augustine, puis qui est plus comme une confidente dans la pension. Donc, merci Samira. Effectivement, tu étais la seule qui avait un double défi de jeu. Donc, je ne sais pas ce que les auditeurs en ont pensé. S'ils sont surpris de savoir que c'était la même personne qui interprétait ces 2 rôles, ce sera une grande réussite pour toi. Donc voilà. Ensuite, Rose Hardy. Et donc, moi, j'ai interprété le rôle de Sœur Augustine, la grande méchante du balado. Puis elle, Augustine, c'est une religieuse, mais qui n'a pas vraiment à cœur la religion. Donc, elle fait toutes sortes de choses, puis elle cause toutes sortes de problèmes au pensionnat. Et tu as dû travailler notamment sur ton timbre de voix, parce que quand on t'entend parler comme ça, je pense pas qu'on peut deviner que c'est toi l'interprète derrière ce personnage-là, qu'on apprend assez facilement et rapidement à haïr. Donc, tu as été très bonne pour la rendre haïssable. Mathilde, côté petit, ensuite. Oui, donc moi, j'ai joué le rôle de Blanche. Dans le fond, Blanche, c'est un peu le mouton noir du pensionnat. C'est à l'écart, être un peu, beaucoup de sortes d'humeur, être un peu psychopathe. Donc, c'est elle qui va être un peu à la tête du plan, puis qui va avoir les idées croches de tout ça. Donc, une histoire comme ça prend quand même une psychopathe pour créer un petit peu de tension. Tu avais notamment la chance de terminer les 3 premiers épisodes à peu près, parce qu'on se disait que c'est toi qui risquais d'inquiéter le plus grand nombre d'auditeurs. Et finalement, Florence Tessier. Oui, donc moi, j'ai joué le rôle de Léonie. Puis dans le fond, Léonie, c'est une nouvelle pensionnaire. Puis quand elle rentre dans le pensionnat, justement, elle est vraiment choquée par les mauvais traitements que Sœur Augustine elle inflige aux autres pensionnaires. Donc, c'est ça, c'est elle qui va comme initier la petite révolution là, au sein du groupe. Puis, c'est ça, dans le fond, ça vient un peu de son background parce qu'elle se faisait, son père battait sa mère. Donc, quand elle voit la sœur maltraiter Margot, elle se dit non, 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 on ne peut pas accepter ça. Fait que, voilà. Donc, elle était à la fois, selon le point de vue d'Augustine, une mauvaise influence pour les filles, mais selon le point de vue de pas mal tout le monde, une bonne influence, donc qui les motive à se sortir des griffes, voilà, de cette tortionnaire. Donc, écoutez, je suis persuadé que ceux qui nous écoutent sont contents de faire votre connaissance, donc les comédiens, les interprètes derrière les personnages. Comme je le disais d'entrée de jeu, eh bien, j'ai préparé quelques petites questions que je vais vous poser pour qu'on puisse discuter de votre expérience. Et on commence avec du positif. Évidemment, je suis quelqu'un de fondamentalement optimiste dans la vie et je vous demanderais, c'est quoi dans ce balado-là qui vous rend le plus fier dans le travail que vous avez fait? Si je peux y aller? Ben oui, vas-y, Rose. Moi, personnellement, je pense que ce qui me rend le plus fier, c'est tout le travail qu'on a réussi à mettre dedans, même si on était en temps de COVID. Tu sais. On a réussi à trouver plein de solutions pour plein de problèmes, genre
je me rappelle, il y a une des premières scènes dans l'eau, disons, il y en a eu deux. Il y a la mienne, puis il y a celle d'Anaïs. Puis il a fallu qu'Anaïs fasse ça chez elle, puis ben, finalement, on a réussi à trouver une solution pour que ça marche mieux avec la mienne. Fait que ça, je suis bien contente. Puis, ben, tu sais, tout le travail d'enregistrement puis de montage qu'on a réussi à faire avec ça, malgré qu'on n'est pas vraiment habitué, puis COVID. Là. Fait que c'est vraiment le fun. C'est bon, merci Rose. Est-ce que quelqu'un veut rebondir sur ça? Ben, moi, je dirais... OK. Ben, moi, je dirais vraiment, je trouve qu'on a, à la base, dans le groupe, on avait une belle complicité, puis je trouve que ça se sent dans le podcast tout au long de l'expérience, vraiment durant l'écriture. On n'a pas eu peur de se conseiller. On s'est quand même relativement bien entendu sur les idées. Fait que je trouve que tout a été fait vraiment avec simplicité. On ne s'est jamais cassé la tête, puis on écoutait nos conseils. Je trouve que à ce niveau-là. C'est un des avantages, je pense, d'avoir des petites cohortes, c'est que c'est facile d'avoir une belle chimie, une belle collégialité dans le groupe et ça rend les travaux d'équipe peut-être un petit peu plus faciles, effectivement. Moi, ce que j'allais dire, c'est que, ben, je pense que c'est sûr que tout le travail du montage et tout, ça, on a dû comme l'apprendre, mais la partie qu'on est habitué de faire, c'est l'écriture. Puis moi, je pense que ma plus grande fierté, ça serait le scénario parce qu'on a réussi à... Parce que, ben, vous le savez peut-être pas, les auditeurs, mais on les a pas écrits toutes ensemble. On les a écrits comme par morceaux. Genre, différentes personnes ont écrit les différents épisodes. Puis je trouve qu'on a réussi, ben, avec ta direction évidemment, de mettre, que ça soit homogène, puis que, tu sais, qu'il y ait un fil qui suit, là. Puis je pense que, genre, l'écriture, elle a vraiment été bien réussie, là. Puis, tu sais, on a écrit des gros textes, puis ils sont bons, puis ouais, moi, je pense que c'est... Florence? Oui, c'est ça. J'aurais voulu rebondir sur ce que Anna voulait dire. Mais je pense que c'est ça, ça a été vraiment beau de voir qu'on était capable quand même de tout avoir la même vision, de tout imaginer le pensionnat un peu. Je pense qu'on avait vraiment une petite vision, une petite représentation visuelle là, dans notre tête du pensionnat puis tout, puis ça a donné le résultat que ça a donné. Mais je pense que moi, personnellement, ça a vraiment été le montage parce que, tu sais, en littérature, on n'était pas habitué à faire ça puis tout. C'est vraiment un cours qui nous a obligés à sortir de notre zone de confort. Donc, pour moi, ça a vraiment été le montage que j'ai trouvé le fun. Chercher les effets sonores, tout ça, je trouve que c'est cool. Puis, voilà. Je pense que justement, l'idée du montage était quelque chose qui en intimidait certaines quand la session a commencé, étant donné que vous étiez assez peu nombreuses à avoir déjà eu une expérience en ce sens-là. Bon, peut-être un petit peu de montage vidéo pour certaines au secondaire, mais du montage audio presque pour personne. Et effectivement, vous avez tous été à la hauteur de la tâche. Donc voilà, c'est des bonnes nouvelles. Puis une chance aussi que ça a fonctionné autrement. Tout le travail qu'on avait fait avant aurait pu s'écrouler à la fin. Mais ce n'est pas le cas. Samira, oui? Oui, ben en fait, je rebondis un peu sur ce que Annalise disait puis que Florence disait. Je pense qu'on peut être vraiment fiers du scénario aussi, pas juste parce qu'on se l'est séparé comme ça, mais parce que je pense qu'on a vraiment réussi à rester dans l'esprit des personnages à travers les épisodes, puis qu'il n'y a pas vraiment un personnage qui est devenu une autre personne au fil du déroulement, justement, du balado. Donc, je pense que c'est en lien aussi avec la communication qu'on a eue, les grosses discussions qu'on a eues sur chacun des épisodes, puis qu'est-ce qui clochait, qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qu'on devait changer, qu'est-ce qu'on devait modifier. Puis donc, je pense que ça fait partie aussi de tout le processus de création qu'on a réussi à avoir quelque chose de vraiment uniforme, question scénario, comme Annalise disait, puis question montage aussi, comme Florence disait. Ben, ça, peut-être on reviendra un petit peu plus en détail sur l'aspect écriture en groupe un petit peu plus tard tout à l'heure, mais je comprends que ça devait être un défi. Bianca, tu avais quelque chose à ajouter? C'est ça, je voulais dire pas mal la même chose, puis je suis vraiment fière du fait qu'on a réussi à bien définir nos personnages dès le début pour pouvoir les garder, puis garder cette consistance, puis aussi les rendre plus attachants et les approfondir davantage. Puis c'est pas mal ça, je suis fière de vraiment tout le monde. Je sais que moi, j'étais vraiment inquiète de mon côté sur ça. J'ai dû vraiment travailler l'accent et tout. J'avais peur de lâcher prise puis le perdre ou le changer à travers l'histoire, mais je pense qu'on a tous mis un bel effort là-dedans puis on a su bien faire ça d'une manière plus consistante. Donc,
Je suis fière. J'ai l'impression qu'il n'y a comme aucun, en tout cas c'est mon opinion, là, mais j'ai l'impression qu'il n'y a aucun personnage qui est unidimensionnel dans ce qu'on a fait. T'sais, chaque personnage a l'air vivant pour vrai, puis c'est souvent, en fait, c'est quelque chose d'important si on veut que l'histoire soit intéressante, puis je suis d'accord, je pense que ça a été bien réussi. Ça. Oui, Florence? Ben, c'est ça, justement. Je trouve qu'on a quand même réussi à développer une belle profondeur dans tous les personnages, puis même, tu sais, si on voit pas tout là, dans les répliques, tu sais, il y a quand même, je sais pas, on a réussi à quand même bien donner l'esprit là, de nos personnages dans le balado. Donc, je trouve que c'était cool. Mm-hmm. Je peux rajouter quelque chose sur Oui, ce que vas-y, Florence et Bianca ils disent. Je me rappelle, il y a une des fois, je pense que je venais juste de réécrire une des scènes dans le 2e épisode. Puis c'était la première fois qu'on la lisait, puis ben, je me rappelle, toutes les filles étaient comme oh, à propos de la nouvelle façon dont j'avais représenté les personnages, puis ça montre vraiment à quel point on les aime, les personnages. Oui, c'est ça. On veut ce qu'il y a de mieux pour elle. En fait, pour chacune d'entre elles, sauf pour Augustine, qu'on veut voir souffrir. Écoutez, merci, ça commence bien. Comme je le disais, j'aime ça, quelque chose de positif. Et aussi, parenthèse, présentement, il y a sur Météo Média une veille d'orage violente. Et donc, il se pourrait que durant l'enregistrement de cet épisode-ci, l'épisode bonus, eh bien, on se mette à entendre des bruits d'orage puis de la pluie dans la fenêtre du bureau. Donc, si c'est le cas, eh bien, ce sera la preuve que Dieu lui-même veut participer à la promotion de notre balado. Donc, c'est rare que je me croise les doigts pour qu'il y ait un orage, mais cette fois-ci, je le fais. On va poursuivre avec la deuxième question que j'avais préparée. Bon, là, on se concentrait sur le positif. C'est bien de se flatter soi-même dans le sens du poil. Sans nécessairement être complètement négatif, je vous demanderais, avec du recul, là, maintenant qu'on arrive pratiquement à la fin du processus, bon, il y aurait juste le montage du dernier épisode à être complété. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que vous auriez peut-être fait différemment, étant donné que c'est une nouvelle expérience pour vous? Est-ce que, c'est ça, il y aurait quelque chose qui aurait pu être mieux réussi d'une autre façon? Moi, le seul truc, je parle plutôt en ce moment pour Bianca, mais je trouve juste que l'écriture de l'épisode 4, ça a été difficile parce que on n'y a comme pas vraiment pensé au cours de l'écriture de tout le podcast, ce qui fait que souvent on l'oubliait, puis Bianca a dû quand même réécrire beaucoup de versions, puis finalement, ça n'a jamais passé, puis là, à la fin, on a dû quasiment tout refaire, là. Fait que je pense que ça a été difficile. Peut-être de plus l'avoir en tête, de plus le travailler durant le processus général. Moi, ça serait ça. Florence? Moi aussi, j'aurais dit que si les choses devaient se faire différemment là, la prochaine fois, ça serait vraiment de penser à la fin avant toute chose. Genre, de comment on veut que ça se finisse. Si vous nous l'aviez dit, Mathieu, avant qu'on commence, mais finalement, les choses se sont passées différemment, puis on y a pensé juste à la fin. Mais, on avait une idée, mais comme on aurait dû peut-être la développer davantage là, au début. Donc, c'est ça. En fait, c'est qu'on avait plusieurs idées de fin au début, mais ça a pris du temps avant qu'on décide vers laquelle on allait se diriger. Puis effectivement, ça posait des problèmes dans l'écriture des premières versions du 4e épisode. Il fallait comme, normalement, un épisode, tu construis sur ce qui existe avant. Puis là, c'était difficile à faire, étant donné que chaque épisode se construisait presque au fur et à mesure. Oui, Bianca? Je peux me permettre de rajouter quelque chose? Malgré tout ça, je pense que ça nous a permis au moins d'avoir une meilleure idée comment écrire le podcast, le dernier épisode aussi, parce que je sais qu'il y a certains personnages qui ont été plus développés vers la fin, puis comme dans le mien, par exemple. Puis je pense pas qu'on l'aurait écrit de la manière dont on l'aurait écrit si on l'avait fait depuis le début. Donc moi, en vrai, je sais qu'on a dû changer pas mal de choses, mais il y a quand même des grandes scènes qui ont été gardées, comme Augustine. Petits spoilers. On peut y aller dans les spoilers. Ouais, mais comme la scène avec Augustine, puis la personne mystère, comme ça. Mais je suis quand même fière de nous. Puis moi, par contre, je pense que ce serait plus dans la manière dont je montais les scènes que j'aurais changé ça, parce que je modifiais le même son tout au long. Donc, au fur et à mesure que je modifiais le son, je ne pouvais plus reculer en arrière si j'entendais quelque chose, vu que je le faisais sur le même
comment dire... La même piste. Ouais, c'est ça, justement. Puis je pense que c'est ça qui a été plus difficile parce que si tu rajoutes un peu trop d'écho, c'est un peu plus difficile de retourner en arrière. Mais c'est une belle expérience de montage. Puis j'ai hâte de monter le dernier épisode aussi parce qu'on ne l'a pas encore fait. Mais voilà. Mais justement, c'est normal d'apprendre des trucs quand c'est votre première expérience justement d'un exercice du genre. Sinon, est-ce qu'il y aurait d'autres éléments que vous auriez peut-être fait différemment, Mathilde? Oui? Mais moi, c'est plus moi que ça a touché, je dirais, cette partie-là. Mais moi, c'était plutôt parce qu'au début, l'écriture, c'est moi qui ai commencé à écrire le premier épisode. Mais c'est surtout moi que c'est vraiment venu clasher avec l'écriture de la revue. Moi, je dois avouer que je me suis à un moment donné un peu sentie paniquée parce que je devais donner du temps à la revue parce que c'est le projet final, là, ce qui compte le plus dans notre programme. Puis je devais aussi écrire ça, puis je savais que si l'épisode 1 n'était pas écrit, ben, tu sais, il n'y avait pas de 2, il n'y avait pas de 3, ça avançait pas. Je me suis sentie un peu paniquée. J'ai fini par m'en sortir, là. Tout est bien qui finit bien, mais à un moment donné, je voyais pas le bout du tunnel, là, je dois l'avouer. Mais en même temps, que serait une session de cégep sans un petit peu de panique à un moment donné? Là, c'est nécessaire, là, c'est ça qui nous permet d'avancer. Oui, c'est sûr. Mais oui, puis aussi pour ceux qui nous écoutent ne sont pas au courant, mais effectivement, le projet d'intégration dans notre programme, c'est la création d'une revue qui inclut un texte plus essayistique, une analyse d'une œuvre littéraire préexistante, mais aussi une création qui est complètement différente de celle qui est faite dans le cadre du cours de production. Donc oui, je peux comprendre que jongler avec deux univers de fiction différents en même temps, c'est pas nécessairement quelque chose qui est évident. En plus, tu l'as super bien réussi, si je peux me permettre de rajouter ça. Comment Mathilde a bien réussi? Oui. Lancez-vous des fleurs, comme ça, j'aime ça. C'est beau à voir. C'est bien. Oui, Samira? Moi, c'est un peu moins par rapport à la production, comme le scénario, puis le montage du balado que j'aurais fait différemment. Mais ça aurait été plus par rapport à ma pratique de jeu d'acteur. Parce que je m'attendais à faire 2 personnages, mais je ne sais pas si j'aurais pu bénéficier de plus de pratique, puis si ça aurait pu vraiment ajouter quelque chose de plus, justement, à notre balado. Donc, je pense que c'est ça que j'aurais fait différemment. J'aurais probablement pratiquer plus les distinctions entre les 2 voix des personnages, juste pour être certaine que ça passe vraiment chez l'auditeur. Parce qu'en ce moment, je suis pas vraiment certaine de comment ça sonne pour une oreille externe, si on peut dire. Donc, moi, ce serait ça. Ce serait de la pratique, puis de la pratique. Mais je peux prendre quand même une partie du blâme pour ça dans la mesure où moi-même, c'est la première fois que j'enseignais ce cours-là. Je n'avais jamais fait de direction d'acteur auparavant. J'avais jamais eu à enseigner le jeu. Et donc, j'ai fait des recherches, je vous ai proposé quelques exercices, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de temps pour vraiment approfondir cette dimension-là. Je vous donnais quelques conseils d'entrée de jeu, puis ensuite, advienne que pourra. On faisait quelques prises, puis on espérait qu'il y en ait une de bonne dans celle qui était enregistrée. Mais je pourrais garder ça en tête pour les prochaines sessions, peut-être un petit peu plus de pratique de jeu. Annalise, oui? Tu me fais penser, là, peut-être ce qui nous aurait aidé, c'est sûr que ce que les filles ont dit est comme planifier, parce que, mettons, moi puis Florence, c'était l'épisode 3, puis même à ça, on a un peu patiné pour comme vraiment les grandes idées de l'histoire. Là, au début, on s'était pas très défini. On a fini par s'en sortir. Mais je me souviens qu'au début de la session, tu avais fait des cours théoriques, genre, puis, peut-être pour les prochaines fois, genre, je sais pas si c'était vraiment tant utile. Ouais. La théorie sur le balado, tu sais, comme, on aurait dû sauter dedans plus rapidement. Je pense que ça nous aurait aidé. On aurait moins été en panique là, par moment. Je pense que c'est le réflexe de tout prof qui donne un cours pour la première fois. On se réfugie dans la théorie pour commencer en se disant, ça va être nécessaire, mais j'en prends bonne note. Peut-être que voilà, l'histoire du balado et tout, c'est pas nécessairement essentiel à l'atteinte de l'objectif qu'on a avec ce cours. Parce qu'on a fait beaucoup en pas beaucoup de temps. Là, fait que, c'est juste ça. Florence, j'avais vu que tu avais levé ta main. Après ça, Bianca, peut-être, non? Non, Florence, ça va? Non, tu peux y aller, pardon.
Oui, Bianca, vas-y. Ok, désolée, ça... les, les joies du Zoom, ça arrive. Ah, 2 secondes, je savais pas où on était rendu. Oui, ben, si je pouvais rajouter quelque chose, moi, je pense que ce qui m'a vraiment aidé, c'était, je sais que là, on est plus dans ce qui était moins pertinent, mais moi, ce qui m'avait aidé, c'était les épisodes que vous nous avez montrés au début, dans la théorie. Donc ça, honnêtement, je me suis inspirée de ces épisodes pour savoir aussi comment intégrer la trame sonore dans, dans tout. Donc, on remercie Radio-Canada d'avoir fait un bon Ouais. travail de production avec... qu'est-ce qu'on avait écouté? On avait écouté Cavale, Écho. Écho, puis Ouais. Fréquence, c'est ça. Donc, Ouais. je pense que, tu sais, au moment de la préparation du balado, c'était les 3 seuls balados de fiction, je pense, qui étaient disponibles sur Audio, là, qui est leur application, justement, de balado. Peut-être qu'il y en aura davantage à l'avenir. On l'espère. Quelqu'un avait quelque chose à ajouter par rapport à cette question-là ou on enchaîne? Eh bien, on reste un petit peu dans le même ordre, dans les choses qui auraient pu être faites différemment. Donc oui, on a essayé quand même au fil de l'évolution de l'écriture d'identifier des problèmes dans l'histoire puis de les corriger, mais maintenant que tout a été enregistré, que presque tout est monté, est-ce que vous pensez à certaines failles quand même dans l'histoire qu'on a racontées, des trous, des incohérences qui auraient pu être réglées? Je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose du genre ou si vous pensez au contraire qu'on a fait un travail absolument exceptionnel. Mathilde? Moi, ce serait, ben, on m'a dit de faire confiance à l'intelligence des gens qui vont écouter le podcast. Mais c'est j'ai un petit doute par rapport ben, je vais le dire, là, c'est Jeanne qui tue Sœur Augustine. J'ai encore un petit doute quant à est-ce qu'ils vont réussir à comprendre cet aspect-là, parce que, tu sais, on met quand même beaucoup de petits indices là, tout au long. Mais j'espère. Je pense que ça va être, on va réussir, là, mais quand même, je suis pas certaine. Ouais, très bon point. J'avoue que je pense que c'est clair, mais en même temps, on a eu le nez dedans pendant toute la session. On le savait depuis longtemps que c'était elle qui allait, en bout de ligne, tuer Augustine. Alors, on assume que c'est clair, mais c'est vrai que peut-être que seul l'est pas. Faudra sonder les gens qui ont écouté au cours des prochaines semaines. Samira? Moi, c'est un petit peu dans la même veine. Je pense que ça aurait pu être intéressant d'inclure un petit peu du passé de Jeanne, puis ce qui l'a amené à avoir... on en a parlé un petit peu qu'elle n'était pas traitée de la meilleure façon par Sœur Augustine, mais je pense que ça aurait été vraiment intéressant d'avoir peut-être une petite anecdote de Jeanne qui commence à avoir une haine plus prononcée envers Sœur Augustine, puis d'avoir peut-être des... terme anglais, mais des flashbacks ou bien des retours dans le passé de qu'est-ce qui s'est passé pour que ce soit si flagrant que Jeanne déteste Sœur Augustine. Puis aussi peut-être c'est sûr qu'on était limité dans le nombre de personnages parce qu'on est quand même pas beaucoup, mais ça aurait peut-être été bien d'avoir aussi une représentation de quoi le pensionnat avait l'air à l'époque de Jeanne. Donc, Rose? Ouais, justement, genre, je m'en allais parler justement de mon personnage, que j'aurais peut-être, genre, c'est peut-être un peu étrange à entendre, mais j'aurais peut-être aimé qu'elle soit un peu plus cruelle. Puis là, justement, Samira qui arrive avec son idée de comment est-ce que Jeanne pourrait interagir avec Augustine, puis justement, je trouve que ça aurait été une excellente idée, ça. Genre, on aurait pu voir plus de cruauté de la part d'Augustine, parce que parfois, elle a juste l'air d'une dame stricte, si on ignore complètement la scène dans laquelle elle essaie de noyer Margot. Mais sinon, elle a l'air juste d'une dame stricte, justement. Puis là, ben, je pense qu'une scène de cruauté avec Jeanne, au lieu de juste « je suis saoule » avec Jeanne, ça aurait peut-être été meilleur. Oui. Mais je pense qu'elle demeure quand même cruelle dans ses relations avec les autres, mais c'est vrai que c'est de la cruauté souvent plus acceptable, même s'il n'y a pas de cruauté acceptable, mais tu sais, c'est moins révoltant. Quoique je me souviens que quand on enregistrait Jeanne qui se moque de l'accent de Irina, ça m'avait quand même fâché pas mal. Puis il me semble qu'elle donne des coups de règle à du monde. Puis tu sais, elle est quand même haïssable, mais je comprends, tu sais. Dans le fond, quand on a un méchant dans une histoire,
plus le personnage est méchant, plus on a de satisfaction à le voir souffrir en bout de ligne. Là. C'est, les Grecs dans l'Antiquité avaient compris quelque chose qui est encore vrai aujourd'hui avec la catharsis. Donc, oui, ça aurait pu être bien de la voir être encore plus méchante. Florence, oui, vas-y. C'est ça, je me dis que aussi, parce que comment ça a été fait et tout, c'est ça, Sœur Augustine, est vraiment cruelle avec Margot, fait qu'on pourrait penser que presque Margot aurait eu des raisons de la tuer, ou Blanche qui est un peu psychopathe, ou Irina qui se fait tout le temps moquer d'elle, puis je me dis que bon, c'est Léonie qui a décidé de, à cause de son passé, c'est elle qui a décidé de comme faire une petite révolution et tout, mais peut-être qu'il aurait pu avoir une scène où Sœur Augustine aurait été comme vraiment, vraiment, vraiment désagréable avec Léonie, ou qu'elle la frappe justement pour que ça suscite comme un plus gros flashback, une plus grosse émotion chez Léonie. Et chez Jeanne aussi, je me dis, peut-être c'est ça, peut-être ça va pas être si clair pourquoi Jeanne voulait, mais on le sent là, qu'elle devient de plus en plus écœurée, si je peux me permettre, là, au fur et à mesure de l'épisode, mais ouais, c'est vrai qu'on aurait pu pousser un peu plus. Il me semble que Augustine, quand même, menace à un moment donné d'arrêter de nourrir Jeanne, ce qui est quand même relativement... C'est pas de la violence physique, mais quand même, je pense qu'on a quand même pris la peine de placer des indices qui nous permettent de comprendre que Jeanne n'est pas heureuse dans le contexte du pensionnat. Je peux me permettre aussi de rebondir sur ce que vous êtes en train de dire. Oui, vas-y. Augustine était saoule durant qu'elle disait ça. Puis tu sais, quand on est sous, autant qu'il y a une partie de vérité dans ce qu'on dit, mais elle n'était pas nécessairement toute là. Puis je pense que j'aurais vraiment aimé la voir, sur Augustine, être méchante, mais comme pas saoule. Ouais. Oui, ben écoute, peut-être, je vais dire si on fait une deuxième saison, mais Augustine va être morte dans la deuxième saison. Fait qu'à moins qu'on fasse comme des prequels et qu'on remonte dans le passé pour faire justement la jeunesse de Jeanne, qui sait, écoutez, là vous êtes finissante, je vais tellement m'ennuyer de vous après ça. Je pense que je vais tout vous recontacter pour qu'on fasse dans nos temps libres comme ça la suite tant attendue de La Goutte de Trop, parce que je suis certain que, écoutez, les auditeurs vont se ruer au brancard pour avoir toujours plus d'écoute. Donc, Annalise, ça se peut-tu que je t'ai vu lever la main pour faire une intervention par rapport à ça, des trous dans l'histoire? Moi, ça revient un peu sur... Parce que les filles ont parlé de Jeanne, mais c'est juste parce qu'on a manqué de... pas de temps, mais comme que le podcast pouvait juste avoir une certaine longueur au nombre qu'on est, puis avec le temps qu'on avait pour le produire. Mais je pense que comme ça aurait été vraiment le fun d'avoir plus de tous les personnages, mettons, d'Irina, on dit ses parents, la Roumanie, mais comme de Margot, moi, on mentionne que j'ai embrassé des filles, mais on ne sait pas vraiment. On avait écrit des fiches de personnages, puis je pense que ça aurait été pour rendre les personnages plus attachants. L'histoire reste qu'on l'a compris, mais je pense que c'est pas nécessairement un trou là, dans l'histoire. Ça fait pas la compréhension. Mais je pense que ça aurait été le fun. Comme dans les séries télé. Ce qui nous accroche, c'est vraiment les personnages, là, pas toujours l'intrigue. C'est juste que j'allais dire. Bianca? Ben justement, je trouvais ça intéressant parce que la manière dont on emmène Jeanne, c'est assez subtil aussi parce que je sais qu'il y avait plus de points qui discriminaient, comme à un moment donné, je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, mais elle avait envoyé, il me semble que c'était Annette pour aller voir Sœur Augustine quand elle savait bien qu'elle était saoule, puis elle savait qu'Annette allait mal réagir à ça, mais je pense que c'est juste des subtilités, puis je pense que c'est ça qui fait aussi la beauté du podcast, parce que si c'est tout trop donné, ça va être vraiment plus évident. Puis je pense que c'est intéressant de voir aussi, même si je viens de vous raconter quelque chose que vous avez peut-être attrapé, bravo si vous avez réussi à le voir. Sinon, c'est ça, maintenant vous le savez. Mais tu sais, j'aime le fait que ça soit beaucoup plus subtil, puis que ça laisse à l'interprétation aussi. Puis tu sais, on peut incriminer un peu de toutes les personnes. Donc,
Ben, tu sais, ça revient à ce que on avait dit au tout début. Je pense que c'était Mathilde, justement, qui avait dit on fait confiance à l'intelligence de l'auditeur. On se demande Ouais. nous-mêmes, par exemple, s'il y a assez d'informations pour faire ça. Mais je pense que ça a été aussi un mot d'ordre pendant toute l'écriture. Faisons confiance au monde. C'est bien plus gratifiant quand tu écoutes quelque chose qui te prend au sérieux, qui te respecte, plutôt que quelque chose qui t'offre tout en version pré-marché. Mathilde, je pense que tu Voilà. avais quelque chose à ajouter, ça se peut-tu? Ben, c'est vraiment très similaire à ce qu'Anaïs a dit, mais c'est ça. Moi, c'était surtout les relations qu'il y avait entre les personnages. Tu sais, au début, on a vraiment on voulait construire une histoire d'amour entre Margot et Léonie. Puis je trouve que ça a vraiment pris le bord pendant. C'est parce que c'était tellement rendu important dans les épisodes, tu sais, que le fil narratif fasse du sens puis que ça se suive. Puis on s'est vraiment concentré beaucoup là-dessus. Puis je trouve qu'on c'est sûr qu'on a perdu un peu. C'est aussi la relation d'amitié qui était quand même importante entre Irina et Annette. C'est développé au début, puis là, ben, je trouve que lentement, ça s'est dégradé. Là. Mais c'est encore là, mais je trouve qu'on aurait peut-être pu travailler un peu plus là-dessus aussi. Oui, c'est vrai. Je suis bien d'accord, mais comme dans tout projet de création, on peut malheureusement pas inclure absolument toutes les idées qu'on a. Il faut quand même penser à la cohérence de l'ensemble, mais je suis d'accord que peut-être la petite histoire d'amour, toutes les histoires sont meilleures s'il y a un peu d'amour dedans, et là, c'est ça, on a décidé de sacrifier cette dimension-là, peut-être dans le tome 2. Ensuite, sinon, en ce qui concerne le contenu du balado en tant que tel, bon, là, on parle beaucoup de la démarche qui nous a mené à en faire la production, mais en ce qui a trait à l'histoire qui est racontée, moi, c'est une des premières affaires qui m'a surprise lorsque j'ai été mis en contact avec ce que vous aviez commencé comme travail par rapport à cette histoire-là lors de la session précédente, c'est que vous aviez décidé d'aborder le thème de la religion. Puis aussi, l'année dernière, les finissants avaient aussi été interpellés par le thème de la religion. On était davantage dans une secte. Mais je me demandais, c'était quoi initialement qui vous avait donné envie de traiter de religion en 2021, alors que c'est loin d'être désormais, disons, le sujet le plus à la mode. Florence, tiens. Mais je pense qu'on voulait vraiment faire un clash, puis faire comme un clash entre, parce qu'on avait déjà, avant de parler de religion, on voulait être dans un internat, c'est Annalise là, qui l'avait proposé. Donc, c'est ça. Genre, on voulait être dans un internat puis tout. Puis après ça, on a embarqué avec la... Ah non, les joies de Zoom, je ne sais pas si je suis le seul là, pour qui ça bloque. Alors, ça a bugué, excusez-moi. T'es de retour. Ça continue de mon côté, mais OK. Dans le fond, c'est ça ce que je voulais dire. Je ne sais pas si ça a coupé où, là, mais ce que je disais, c'était qu'on voulait vraiment créer un plus gros clash entre les valeurs de Sœur Augustine puis les nôtres pour montrer un peu la dualité là, entre les anciens puis les nouveaux. Puis c'est ça, c'était ça. Analyse? Moi, comme Florence a disait, c'est moi qui avais eu l'idée de le pensionnat, l'internat. Bon, après ça, l'histoire, elle a grandi de tout ça, mais c'est parce que, tu sais, quand on a su que ça allait être un podcast, comme on n'est pas beaucoup, puis moi, j'ai été inspirée par le fait que, tu sais, l'isolement, c'est quelque chose qui peut vraiment être exploité comme narrativement. Puis je pense que ça s'est tourné vers la religion parce que forcément, tu sais, on n'est pas des étudiants en sciences, là, puis je pense que, tu sais, il y a un peu une espèce de critique là, dans le podcast de la religion, puis je pense que dans l'art, puis c'est toujours sous-entendu que les œuvres ont une portée critique ou bon, qu'il y a un message en dessous. Puis je pense que c'est pour ça qu'on a pris la religion, puis le Québec dans les années 50 et tout ça, pour comme donner ce feel-là, désolé de l'anglais, mais c'est pas juste une petite histoire, là, comme qu'il y a un message en dessous. Puis je pense que les étudiants en littérature vont toujours être portés à faire quelque chose dans ce sens-là. Ouais, c'est ça. On veut pas juste raconter une histoire, mais on veut dire quelque chose. Une leçon, c'est tout. Ouais. Mathilde, vas-y. Ben, selon moi aussi, il y avait l'aspect qu'on était juste des filles, puis qu'on savait pas comment on allait pouvoir
justifier ça, qu'il n'y a pas de personnage masculin dans l'histoire. Puis là, au début, vraiment première idée, on avait eu l'idée qu'on allait tout être justement des pensionnaires, mais dans un truc de délinquance, puis on allait tout avoir commis des crimes. Tu sais, quelque chose de même. Fait qu'on voulait vraiment que la rébellion soit un peu le pilier de tout ça, mais on s'est rendu compte que ça faisait pas vraiment de sens, hein, notre idée. Puis là, on s'est dit, c'est quoi qui pourrait justifier ça? Puis là, on s'est dit les idéologies, tu sais, qu'on ne soit pas tous embarqués dans la même affaire. Donc, la religion, on s'est dit que justement, ça pourrait venir justifier ça. C'est venu après, je pense, la religion. On avait une autre idée avant, puis elle est venue la justifier. C'est vrai que je pense que ça aurait été plus difficile d'avoir de l'empathie pour les personnages si tous les personnages, c'est juste des criminels sanguinaires. On n'aurait pas voulu qu'elle retrouve la liberté parce que ça aurait été des menaces pour l'ordre public. Là. Alors que là, les pensionnaires, on a juste envie qu'elles puissent effectivement s'affranchir du pouvoir d'Augustine. Samira, vas-y. J'ai rebondi un peu sur le fait qu'on avait pensé à ce que c'est ça, comme un endroit où c'est naturel qu'il y ait juste des filles ou juste des femmes. Puis c'est assez difficile d'y penser puis d'avoir une réponse qui fait du sens parce que on dirait qu'on est habitué de voir des films où il y a juste des hommes ou presque juste des hommes puis que les femmes sont utilisées. Je pense qu'il y a un test féministe où si la femme peut être remplacée par une lampe, ça veut dire que c'est pas un film où il y a vraiment une représentation de la femme. Ouais. Donc, je pense que c'était un enjeu à ce niveau-là aussi de trouver un endroit où c'est naturel, où qu'il y ait juste des femmes. Puis, je pense que ça joue un peu dans la religion aussi. Il y a comme, je pense qu'il y a quelque chose de fort d'avoir un milieu religieux où il y a juste des femmes, mais où la religion est critiquée, puis on revendique la place de la femme aussi. Donc, je vais donner la parole à Rose, ensuite Annalise, on revient à toi. Oui, je voulais juste revenir rapidement sur ce que vous... Ça n'a pas rapport avec la religion, mais sur ce que vous disiez tout à l'heure à propos des personnages genre criminels, c'est pas attachant puis tout. Mais pourtant, moi, le personnage de Blanche dans le podcast, c'était un de mes personnages préférés parce que justement, elle était pas normale, puis elle agissait, tu sais. C'est comme si toutes les valeurs, puis toutes les genres, l'étiquette, puis les bonnes manières de se conduire, tu sais, il était lancé par la fenêtre, puis Blanche, elle faisait ce qu'elle voulait, puis ça, c'était vraiment le fun, genre, yes, go Blanche. C'est fun à jouer aussi. La petite punk. C'est elle, la vraie petite bombe, en fait, de l'histoire qu'on raconte. Merci, Rose. Annalise? Ouais. Je voulais juste, sur ce que Samira disait, je pense que l'espèce d'imaginaire du podcast vient aussi un peu du fait que parallèlement à ça, on travaillait sur la revue, puis vous ne savez peut-être pas, mais notre revue est sur, c'est la femme dans la littérature, puis les perspectives littéraires de la femme. Donc, comme on est tous des filles, puis je pense que c'est une cause qui nous tient tout à cœur. Fait que la religion, ça a été un milieu où est-ce que la femme, elle a été écrasée un peu là, dans la majorité de l'histoire, un petit peu. Donc, je pense que l'imaginaire vient aussi du fait que la revue était en parallèle pendant tout le processus créateur du podcast. Je pense que ça communique vraiment comme notre personnalité de groupe puis nos idées ensemble, là, comme si on était un être. Là. C'est la défense le féminisme. Puis c'est un enjeu qui nous tient à cœur. Puis je pense que c'est aussi inspiré de nous. Florence? Ben, je pense aussi qu'après votre cours de littérature québécoise, puis qu'on a tout eu un peu l'histoire là, du Québec avec la religion puis tout, je pense que c'était intéressant parce qu'on est quand même au Québec, puis tu sais, on a exploité l'accent, puis le joual, puis tout ça dans notre pièce. Fait que je me dis, je trouve que c'était intéressant aussi de montrer la religion, mais d'un point de vue québécois, tu sais, comment, genre, justement, ça a été apprécié, puis tu sais, ça a apprécié beaucoup de personnes, fait que je pense que c'est fou, en tout cas. Ça fait un beau parallèle à ça. Puis, si je peux rebondir sur ce que Annalise disait, je pense que aussi, ce qui est devenu un des objectifs de l'histoire racontée, c'était qu'en bout de ligne, il y a une solidarité féminine qui ressorte de cette histoire-là, alors qu'au début... de l'histoire, il y a quand même beaucoup de, je dirais pas de clans, mais il y a de la tension là, entre les différents personnages. C'est pas un groupe qui est vraiment fonctionnel, mais ils vont s'unir autour d'une cause. Ça va les permettre de se trouver ensemble. Donc ça, effectivement, c'était un objectif. Puis je pense que ça a été très bien réussi. Donc, on
là, bon, on parle de religion, puis sinon, toujours par rapport à l'histoire racontée, je serais curieux de savoir c'est quoi, mettons, votre moment préféré dans l'histoire. Ça peut être soit par rapport à des souvenirs de tournage que vous avez eu, mais sinon, selon vous, c'est quoi comme le bout crunché là, de peu importe les épisodes qu'on a racontés. Si vous aviez, mettons, à faire écouter une scène à quelqu'un, on va le formuler comme ça serait quoi? Samira? Moi, c'est moment dans l'épisode 3, la confrontation Annette-Augustine dans le bureau avec Augustine qui vient de boire quelques bouteilles, quelques verres, quelques bouteilles. Puis c'était un moment qui était fantastique à lire dans le scénario. Donc, les filles pour l'épisode 3, Annalise, Florence, c'était magique. Puis, c'était un moment que j'ai adoré jouer aussi, de faire une Annette offusquée, choquée, dégoûtée. C'était franchement un des meilleurs moments, je pense, du balado. 10 sur 10. Justement, tu parles d'Augustine. Je vois Rose qui veut rebondir sur ça. Qu'est-ce que tu as à dire sur ça? Ouais, moi, mon moment préféré, c'est vraiment la fin de l'épisode 4. C'est comme une couple de petits moments mis ensemble. C'est vraiment l'avant-dernière scène puis l'autre scène d'avant. Parce que c'est absolument hilarant d'essayer d'enregistrer ça avec Mathilde, tu sais, quand elle essaie de me prendre puis essayer d'enregistrer les bruits de quelqu'un qui se fait capturer, c'est absolument horrible puis hilarant, puis c'était vraiment drôle. Puis dans la scène d'après, je me fais noyer. Puis apporter un bocal d'eau en classe, puis me noyer à côté d'un micro, c'est une expérience absolument merveilleuse et je le conseille à toute personne qui a envie de passer son après-midi à faire quelque chose de le fun. Annalise aussi a eu la même expérience, mais à la maison. Il faut dire que toi, quand tu as eu à enregistrer cette scène-là, Annalise, on était dans un moment, disons, plus critique là, de la pandémie où les contraintes étaient plus sévères. Donc, je voyais mal comment on pourrait, dans une classe, enregistrer une scène comme ça avec des gouttelettes qui potentiellement revolaient partout. Alors que, bon, la scène d'Augustine, on a tourné ça la semaine passée, donc c'est déjà un petit peu plus possible de le faire de manière sécuritaire. Mathilde, ça fait un petit bout que tu as ta main levée, vas-y. Ben moi, j'ai beaucoup aimé faire les scènes de groupe parce qu'à la base, ce qu'on voulait faire, c'est vraiment tout séparer pour que ça soit minimum 3 personnes qui parlent en même temps. Mais finalement, on a décidé de faire ça tout le monde ensemble. Puis ça s'est senti dans le local. Il y avait vraiment une étincelle, quelque chose. Je me rappelle, en sortant de l'épisode 4, moi, j'étais épuisée. Là. Je m'étais tellement donnée à faire toutes ces scènes-là qui sont vraiment intenses. C'est ça, j'ai vraiment aimé la chimie qu'on a eue toute la gang ensemble. Annalise, ça se peut-tu que tu avais quelque chose à ajouter? Oui, ben, je suis d'accord avec Mathilde. L'épisode 4, c'était comme... En plus, c'était comme la boucle. On savait que c'était la dernière fois qu'on allait enregistrer vraiment. Puis, moi, je me souviens, j'avais des répliques que mon cœur, il battait vite. Là, je le sentais. Là, c'était comme électrique là, à l'intérieur de nous. Puis, on était tous justement, parce que le dialogue était trop compliqué. Puis, ça allait être trop comme difficile de le faire un par un, comme on avait fait au début. Puis, comme il y a une différence, c'est moins froid. On s'aidait, on était juste à côté, on se tapait. Puis, dis ça. Puis, OK, vas-y. Puis, c'était vraiment comme différent. Sinon, c'était vraiment mémorable quand tu t'es mis en petite boule par terre. J'oublie pourquoi, là, mais j'ai trouvé ça vraiment... Moi, je me suis mis en petite boule par terre? Ouais. Je pense que c'était à l'épisode 4. Je me souviens plus quelle maudite niaiserie vous avez faite là encore. Mais je l'ai filmé en passant. C'est vrai? Ça se retrouvera peut-être sur la chaîne YouTube ou dans un réseau social quelconque. Mais bon, tant mieux si c'est pas vraiment une partie de l'histoire, mais bon, ça fait des bons souvenirs de tournage quand même. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter comme moment clé, une scène que vous appréciez particulièrement, Bianca, oui? Justement, je pense qu'elles l'ont très bien résumé. J'ai vraiment aimé la solidarité qu'on avait, puis j'ai aimé qu'on a comme pu approfondir Blanche aussi d'une autre manière, puis peut-être un peu plus sensible, puis on a pu voir la corde sensible de toutes les filles. Moi, c'est vraiment au début, dans la scène où est-ce que Sœur Augustine devait donner un cours, puis elle s'était pris un petit cahier, puis je me rappelle, elle a commencé à lire. Elle a commencé à lire le cours qu'elle devait donner, mais dans la voix de Sœur Augustine, même si cette scène-là a été gardée, je pense, plus comme un son d'arrière-plan qu'on va vraiment bien entendre en tout cas, dans le podcast. Mais je sais pas pourquoi, mais c'était vraiment un petit coup de cœur que j'ai eu. J'ai vraiment
aimé ça. J'aime beaucoup cette scène-là, mais rendons à César ce qui lui revient. Le Rose ne lisait pas dans un cahier. Tout son cours a été improvisé à ce moment-là. Ah, là. c'est vrai, d'autant mais plus t'avais pas impressionnant. des là. notes? Oh, Aucune wow! note, là, ça venait de son fond. Là. Oh, wow! Je me rappelais, genre, j'avais eu un cours de l'histoire des États-Unis la session d'avant. Je me rappelle, ah ouais, il parlait Des du protestants. protestantisme à un moment donné, puis de la montée de tout ça, puis pourquoi est-ce qu'il est arrivé aux États-Unis, Mhm. puis c'est comme, OK, let's go, je vais m'en servir. Ah, puis ça a été comme ta première prise, tu l'as eu déjà, tu nous as fait comme 3 minutes sans arrêt qui était tout parfait. Ce qui est merveilleux, c'est que c'est un hasard parce que c'est une question de superposition de pistes sonores dans le montage, mais il y a un moment où tu dis voyons donc, vous êtes quoi? Vous êtes tous stupides, puis ça tombe juste dans un moment où personne parle, donc c'est absolument merveilleux. Donc, félicitations Rose pour ça. Puis justement, ben, ça fait un beau lien avec la question suivante. Je vous demanderais, en vous excluant vous-même, c'est qui dans le groupe qui a offert la performance de comédienne qui vous a le plus impressionné? Si je peux commencer. Vas-y. OK, bon ben moi, j'hésite vraiment entre Samira et Mathilde, parce que Mathilde, comme j'ai mentionné un peu plus tôt, elle a fait mon personnage préféré, qui est Blanche, puis honnêtement, magnifique. Puis, il y a Samira aussi, qui, elle, était absolument excellente, parce que, tu sais, elle avait à faire 2 personnages, puis on pouvait quand même sentir la différence entre les deux, fait que ça, j'imagine, ça n'a pas dû être facile, fait que chapeau Samira. Merci. Mathilde, vas-y. Et moi, je veux tout d'abord lancer des fleurs à tout le monde, là, parce que je trouve qu'on s'est quand même vraiment tout amélioré, toute la gang, sans aucun doute. Là. Mais moi, quand même, Rose, là, moi, tu m'as complètement épatée. Là. Toutes tes performances, la voix, j'aurais jamais été capable de faire ça. Puis, tu sais, partir dans tes folies d'ivrogne, c'était vraiment excellent. Fait que moi, je trouve que toi aussi, tu mérites. C'est un personnage qui était un peu plus caricatural dans le jeu, mais ça fonctionnait tellement bien avec l'ensemble. Ça lui donnait une dimension justement plus grande que nature. Donc, mais vraiment, ça, la scène d'Augustine, ça brosse qui French, la photo de M. Lévesque, là, c'était un plaisir à écouter pour vous à la maison, j'en suis persuadé, mais de voir Rose qui interprète ces scènes-là, il y a quand même eu 2-3 prises. C'était des moments marquants. Florence, vas-y. Oui, ben moi aussi, je dirais que Rose, genre, c'était vraiment impressionnant comment tu as joué Sœur Augustine. Surtout quand on t'entend maintenant, c'est incroyable la différence. Genre, on peut même pas penser que c'est sorti de toi. Puis je me souviens quand tu faisais tes petits vocales, genre, au début, t'étais genre, puis genre, en tout cas, je peux même pas le faire moi-même, là, mais c'était vraiment drôle. Puis à chaque fois, tu nous surprenais. Puis surtout que ton personnage, il passait par tellement d'émotions, tu étais strict, tu étais fâché, tu étais seul, en tout cas, tu étais au bord de mourir, tu étais passé partout, fait que c'était impressionnant. Mais je pense que sur le même critère, je dirais que Irina, c'était aussi impressionnant parce que, genre, elle devait tout le temps faire son accent, puis, tu sais, c'est elle qui a comme presque tout refait ses répliques, en tout cas, pour que ça rentre vraiment dans son personnage. Fait que je trouve que le personnage d'Irina est comme beaucoup plus naturel, puis en tout cas, c'était cool là-dessus. Puis sinon, ben, Annette puis Blanche, on y croit tellement à votre personnage, genre, comme vous êtes vraiment convaincantes. Fait que c'est ça. C'est ça que je dirais. Annalise, je te vois lever la main. Hein? Ouais, c'est sûr, au début, je me suis fait, en tout cas, j'avais cédé la parole. Ben, c'est sûr, Mathilde puis Rose, genre, aussi mention d'honneur. Mais moi, j'avais dit Samira au début, puis c'est parce que, genre, je pense que c'est plus parce pas seulement à l'écoute, mais genre à les regarder. Rose a été très efficace à changer sa voix. C'est super bon, mais Mathilde et Samira, ils ont un talent d'actrice. Genre, tu les voyais, puis ils devenaient toutes rouges, puis ils le sentaient pour vrai, là. Puis je trouve que c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Moi, certainement, j'ai de la misère avec certaines répliques. Puis je trouve que l'acting leur venait vraiment beaucoup plus naturellement. Puis Samira, elle finissait des fois à suer, là, tellement qu'elle le sentait, puis que c'était... Puis c'est excellent, là. Quand elle crie, c'est super crédible, là, puis je savais pas qu'elle avait un talent caché d'actrice, là. Ben, ça,
un des rares conseils que j'étais en mesure de vous donner du haut de mes peu de connaissances en direction d'acteur, c'était que c'est facile à dire, mais il ne faut pas jouer le personnage, il faut le devenir. Puis justement, effectivement, Mathilde, il y a eu des moments où on trouvait ça inquiétant d'être en sa proximité parce qu'on avait l'impression que c'était plus Blanche, plus une psychopathe qui parlait qu'une petite fille blonde qui est toute gentille, mais c'est ça. Tu es vraiment devenu le personnage, alors félicitations. Non, vraiment, j'étais bien impressionné. Puis aussi, merci pour l'énergie que vous avez mis et le sérieux que vous avez mis dans ces interprétations-là parce que, tu sais, moi-même, au début de la session, c'était quand même une de mes sources de stress parce qu'on a beau avoir le meilleur texte possible, si le texte n'est pas interprété d'une façon le moindrement convaincante, c'est très difficile à ce moment-là d'être pris au sérieux par les gens qui écoutent. Mais ça, en bout de ligne, je pense que ça n'a pas été un problème du tout. Samira, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, en fait, moi aussi, j'ai envie de lancer des fleurs à tout le monde. Je pense que si ça n'avait pas été de l'ensemble, si on n'avait pas été tout aussi motivés, je pense pas que ça aurait eu un tel résultat. Je pense que l'interprétation de Mathilde de Blanche était carrément effrayante. La voix rauque d'Augustine faite par Rose, là, c'était surtout le petit starter de petit bum là, pour chaque réplique. Là. On salue Yolande Ouellette, d'ailleurs, grande source d'inspiration pour Sœur Augustine. Puis, juste même, je sais que Florence et Anaïs, vous vous considérez pas nécessairement comme les meilleures actrices, mais comme je le sentais aussi, c'était comme le rôle, le personnage passait vraiment à travers vous. Puis je pense que je sentais aussi l'énergie comme de la dynamique de groupe qui aidait vraiment tout le monde à être plus dans son personnage. Puis en dernier, je mentionne Irina, jouée par Bianca, qui est coup de cœur du personnage bégayant, puis qui est toujours paniqué, puis anxieux, puis comme toute la prise qui était dû passer à respirer fort pendant, je pense, je me souviens plus combien de minutes, je voulais mentionner ça aussi. Mm-hmm. Mais quand on parlait de devenir un personnage, je trouve que Bianca est très devenue Irina tout au long du tournage. C'était très crédible. On ne sentait pas que c'était du jeu. Donc, j'étais anxieuse pour elle. Oui, c'est bien. Faut se mettre dans l'état d'esprit, tu sais. Ouais. Mais je trouve que tout le monde était vraiment investi dans ça. Puis je voulais le relancer aussi. Je sais que tu as eu beaucoup de compliments, mais Samira, sérieusement, je le ressentais vraiment. Je sais qu'on enregistrait la scène où est-ce que tu lisais avec Nana et tout ça. Puis je pense qu'on a découvert un autre côté de Annette, mais tu l'as tellement bien joué. Puis je trouve que c'était super réaliste et tout. Puis j'ai vraiment aimé ça. Puis je me rappelle que tout le monde était comme « Oh, c'est cute » et tout ça. Donc moi, c'était un élément fort. Puis je voulais relancer ça sur Florence aussi. J'ai vraiment aimé la première scène, juste les scènes de toi en général quand tu es en train de fight, puis tu deviens un peu plus feisty, puis c'est vraiment sérieux. Si tu peux pas me dire que t'as pas de talent d'actrice parce que c'est vraiment crédible. Quand moi et Florence, on devait se faire semblant de se chamailler pour le début du prochain épisode, là, c'est vrai que je sentais la fougue de ses cours de boxe derrière son interprétation. Donc, j'étais content qu'on avait besoin de garder 2 mètres de distance, sinon j'aurais eu peur pour mon intégrité physique. Vraiment, félicitations à toutes pour le jeu. Puis comme vous avez été nombreuses à le souligner, c'était quand même vraiment un grand travail d'équipe en interprétation. Puis justement, ça me permet de revenir sur quelque chose qu'on a abordé au passage tout à l'heure. Peut-être que vous voulez développer un petit peu plus sur qu'est-ce que vous retenez de l'expérience d'écriture en groupe. Parce que bon, c'est vraiment pas quelque chose qui est facile. Qu'est-ce que vous avez considéré qui étaient peut-être les principaux défis dans ça ou au contraire, est-ce que vous avez l'impression que l'écriture en groupe vous a permis de faire un meilleur texte que si tout le monde avait travaillé en silo? Donc, je serais curieux de vous entendre. Annalise, vas-y. En général, je pense que ça s'est bien passé pour la majorité de l'écriture. Personnellement, moi puis Florence, on a quand même écrit facilement. Là, on avait fait une bonne équipe pour ça. Mais je pense que le défi de faire une création aussi grosse à autant de personnes, c'est que, comme on a changé les épisodes souvent, des fois, comme c'est créatif, les gens vont
peuvent comme tenir à leurs idées. Puis c'est un peu comme difficile des fois d'aborder comme on devrait changer ça parce que tu veux pas comme dire que le travail de quelqu'un d'autre n'est pas bon, mais on faut quand même que ça soit en équipe. Donc, moi, je pense que le plus gros défi, c'est d'aborder les changements parce que comme c'est créatif, ça tient plus à cœur que, mettons, un résumé ou une analyse parce que ça vient vraiment de nous. Là. Donc, Ouais, ça implique de faire quand même pas mal de compromis. c'est ça, de se mettre d'accord. Mais Samira? Moi, je reviens un peu là-dessus. Je pense que justement, tout cet aspect de compromis-là, puis de travail d'équipe, justement, parce qu'on était séparés en équipe pour écrire les épisodes, puis je pense que c'est pas un niveau de partage puis de discussion qu'on aurait pu avoir si ça avait été notre première session, ou bien même notre première année. Je pense que la relation qu'on a construite ensemble comme groupe, ça a été vraiment un gros facteur qui nous a permis d'avoir d'après moi, une belle expérience d'écriture en groupe. Donc, c'est d'autant plus à votre honneur que vous avez dû bâtir une bonne dimension de cette relation-là à distance parce que la pandémie est arrivée au milieu de votre deuxième session. T'sais, en réalité, vous avez passé une seule session complète sur 4 à être ensemble dans tous vos cours. Donc ça représentait un défi là, qu'il y ait vraiment une véritable chimie qui s'établisse entre vous. T'sais. Rose, tu avais quelque chose à dire, oui? Ouais, moi, je pense qu'une des parties qui m'a stressée le plus durant l'écriture des épisodes, ça a été vraiment genre, est-ce que je garde l'esprit des personnages? Genre, est-ce que les personnages sont comme est-ce que la créatrice du personnage veut qu'ils soient? Je pense qu'il y avait une scène en particulier avec c'était Irina et Annette dans le deuxième épisode. Que celle-là, la version originale de la scène, j'ai vraiment pas touché pendant un bout parce que c'était justement la scène originale a été écrite par Bianca et Marie-Steve qui nous a malheureusement quittés. Juste, la formulation peut être inquiétante là, pour les gens qui écoutent. Elle n'a juste pas pu être avec nous autres pour la dernière session. Elle est bien à la maison, donc n'ayez crainte. Désolée. Elle va bien. Fait que ouais, je voulais juste pas être touchée parce que j'avais peur de trop diverger puis que le personnage soit plus satisfaisant après ça. Fait que je suis vraiment contente d'avoir eu le commentaire des autres filles, genre « Ah ben non, il faut vraiment qu'on le change, on n'en peut plus de cette scène-là. » Quand je suis arrivée avec la nouvelle scène, que justement les filles étaient super contentes de ce que ça a donné. Justement, je pense qu'on était rendu à un point où on avait mieux développé nos personnages, donc c'était plus facile de créer le texte à travers ça. Je pense que c'était juste important de communiquer avec les autres. Puis, tu sais, quand je me suis mise à écrire avec Mathilde, puis qu'on était sur Zoom, je pense que ça a été beaucoup plus facile de le faire quand on était les deux à le faire en même temps que séparément. Donc, c'était vraiment l'aspect de la communication qui est important à garder pendant tout le long. Puis, voilà. Est-ce que vous avez trouvé ça, mettons, rassurant de savoir que vous n'aviez pas à écrire des parties de texte toute seule, que vous aviez toujours quelqu'un peut-être pour vous remettre en question? Mathilde, oui? Moi, étrangement, à la base, je voulais vraiment être toute seule parce que je dois avouer que je suis une bonne tête forte qui aime avoir ses idées dans ses textes. Au début, c'est ça, tu sais, j'avais peur de vous montrer, j'avais peur qu'on change plein d'affaires, que ça soit plus ma vision. Puis je pense que j'ai quand même fait du bon travail sur moi, puis je pense que finalement, tu sais, ça a bien abouti parce que moi, à la base, c'était moi tout seul qui faisais mes idées, puis ça allait suivre mon fil. Fait que, tu sais, mais finalement, tu sais, tout le monde a mis un peu de soi, puis tout est bien qui finit bien. Florence? Ben c'est ça, j'aurais dit que moi, en général, j'aime mieux écrire toute seule parce que je peux vraiment rentrer dans ma petite bulle, puis j'écris mieux comme ça, mais je suis contente de l'avoir fait en équipe parce que, justement, comme c'était... Tu sais, j'aurais pas voulu que chacune, mettons, on fasse un épisode. Genre, je pense que ça aurait été trop décousu. Je pense que le fait de le faire en équipe avec Anna, tu sais, on se mettait sur FaceTime ensemble, puis là, on parlait, puis j'étais comme, qu'est-ce qu'on pense de ça? Puis là, comme, on échangeait nos idées, puis tout. Fait que c'était... J'avais déjà le feedback pendant qu'on était en train de l'écrire. Fait que c'était mieux comme ça, tu sais. Puis après ça, il restait juste aux autres à approuver. Samira? Je pense que j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais d'avoir bien développé nos personnages, puis d'avoir eu une base assez forte pour partir puis aller écrire après en équipe, je pense que c'est ça qui nous a vraiment aidés.
On a été vraiment capable de réfléchir à individuellement ce qu'on voulait, parce qu'on est parti vraiment d'écrire chacune notre personnage. Puis finalement, je pense que la base de savoir exactement qu'est-ce qu'on veut dans le personnage, ça nous a permis de bien se séparer après pour savoir, OK, telle personne voulait telle affaire dans son personnage, j'inclus ça dans l'épisode pour que ça paraisse le plus cohérent possible avec justement le personnage en tant que tel, puis la vision de l'équipe, en fait. Bianca? Ouais, ben ça rejoint pas mal ce que Samira a dit. Je pense qu'on avait une très belle complicité aussi, puis ça nous a permis d'avancer dans l'écriture. Puis je pense qu'à un moment donné, on t'est rendu à un point. Parce que moi, je changeais souvent mes répliques vu que ça incluait parfois du roumain ou, tu sais, genre, la manière dont tu le prononces, c'est souvent aussi différent de la manière dont c'est écrit. Donc, c'est un peu difficile, puis je devais m'adapter à mes répliques. Mais je sais que quand on était rendu vers la fin, à un moment donné, j'étais Mathilde, puis on pensait à ce qu'on pouvait rajouter. Puis là, je sais plus c'est qui a eu l'idée du train, mais j'ai tellement aimé la compréhension. Je pense que je te l'ai dit, puis toutes les deux, on a cliqué en même temps, puis c'était vraiment drôle. Puis je trouve que c'était vraiment beau dans le processus d'écriture aussi, de le faire avec quelqu'un, parce que c'est une expérience différente. Ouais. Ça, c'est clair. L'écriture, ça peut être un travail, l'écriture créative, ça peut être un travail qui génère de l'angoisse, beaucoup de doutes par rapport à soi-même. Puis c'est pas quelque chose qui est toujours facile, mais il finit toujours par avoir des moments de lumière comme ça, quand il y a des idées qui apparaissent dans notre esprit, puis on est comme tellement fiers d'avoir pensé à ça que ça vient compenser pour justement tous les moments négatifs qui ont entouré ça. Donc, je suis content que vous ayez eu certains de ces moments de grâce de création. Je vous garde encore pour 2 questions, parce que, bon, on a quand même eu l'occasion de parler de quelques trucs. Je vous dirais de manière générale, ça serait quoi, quel aspect du travail dans la création de ce balado-là qui vous a le plus marqué? Donc, tu sais, marqué, ça peut être positivement, ça peut être, je ne l'espère pas, mais ça peut être négativement également. Donc, tu sais, mettons, mettez-vous, essayez de vous imaginer dans 10 ans, qu'est-ce que vous pensez que vous allez retenir de cette expérience-là? Mathilde? Moi, ça serait vraiment le tout début, quand il fallait vraiment mettre en place l'histoire, trouver les idées, trouver les scènes qui allaient pouvoir former le tout du podcast. Je trouve que moi, ça m'a tellement stimulée de devoir réfléchir à tout ça, puis tu sais, de trouver, puis ça m'a vraiment rendue fière d'avoir ce résultat-là, puis tu sais, que tout finisse par s'emboîter ensemble. Moi, c'est vraiment au tout début, là, quand on a commencé à mettre ça en place. L'effervescence des débuts. C'est ça, oui. Rose? Moi aussi, comme Mathilde, c'est vraiment au tout début, quand on commençait juste à genre créer les personnages, créer où c'est qu'on s'en va avec, puis qu'on avait justement l'idée des délinquantes, là, même si ça n'a pas fini avec les délinquantes. Mais c'était vraiment le fun, puis genre de créer ça, puis là, de voir, ah, OK, ça c'était de même, puis là, genre de voir le tout début, OK, le personnage de, mettons, Annette, avant, c'était vraiment le personnage, OK, elle aime la religion, puis c'est tout. Puis là, finalement, au fil qu'on crée, puis qu'on fait les épisodes, puis tout, puis là, on remarque qu'après, ben, on a décidé que finalement, elle aimait les littératures aussi, puis c'est juste vraiment le fun de voir l'évolution de la création du projet. Anaïs? Ben moi, contrairement aux 2 filles, je pense que ça serait notre dernier cours la semaine passée, la fin, parce que c'était comme un sentiment. Tu sais, toutes les filles, au début, on était moins à l'aise avec le jeu, c'était comme plus malaisant, tu sais, on savait pas trop ce qu'on faisait. Mais je pense que vers la fin, on avait comme... On s'est pas mal habitués, puis on s'aidait, puis on était plus efficace. On pensait pas qu'on allait avoir le temps de le filmer, on a eu le temps de l'enregistrer, puis on a eu le temps, tu sais. Puis, on a dépassé un petit peu, là, mais on a eu le temps. Ben, on a survécu, mais je pense que c'est vraiment le sentiment que j'ai eu tu sais, les dernières répliques étaient beaucoup plus comme, il y avait beaucoup plus d'émotions dedans, puis puis c'était bon, puis c'était ce sentiment-là de voir tout le monde qui s'est comme accompli dans son personnage, puis qu'on a bouclé la boucle, puis qu'on a réussi, là. Moi, je pense que c'est ça qui m'a le plus marqué, puis j'ai trouvé ça super trippant, là, comme à quel point on a progressé, là, puis on a Autant pour Mathilde et Rose, c'était le potentiel des débuts qui était excitant, mais ce que tu aimes, c'est de voir aussi l'accomplissement du projet. Là, je comprends. Samira?
Ouais, ben, moi, c'est un peu entre les deux. Moi, c'est la progression qu'on a vu, le début, on l'a vu progresser, mais c'est surtout les moments qu'on a passés en classe à enregistrer, puis à vraiment mettre de façon tangible notre projet à réalisation. Donc, on était vraiment en train d'enregistrer, ce qui allait être enregistré allait être monté, puis c'était vraiment quelque chose qu'on était en train de faire en ce moment. L'écriture, des fois, j'ai l'impression, surtout dans un projet comme ça, c'est les débuts. On commence avec l'écriture, puis on ne sait pas trop de quoi ça va avoir l'air à la fin. Donc, je suis un peu d'accord avec Annalise pour ça, mais de voir la fin, d'avoir eu le cours la semaine dernière, j'ai vraiment trouvé ça super satisfaisant, puis de voir tout se finir. Ben, finir, comme je vous le disais, là, on se fera un prequel éventuellement. Quelqu'un veut ajouter quelque chose par rapport à ça? Oui, Bianca? Justement, j'ai trouvé ça intéressant de voir aussi la différence entre l'idée initiale qu'on avait du podcast, puis de l'histoire, pardon, du podcast, du balado, puis de où est-ce qu'on voulait que ça aille, puis finalement, tu sais, je sais qu'on avait des idées, on voulait brûler le pensionnat, on avait toutes sortes d'idées qui finalement ont été délaissées pour le mieux, puis on a aussi fait beaucoup de changements à travers tout ça, puis c'est ça qui est intéressant. Mais comme Annalise l'a dit, je pense que ce que qui m'a marqué un peu plus, c'était vraiment la fin. Puis on était tellement investis, puis surtout parce que la scène est tellement intense qu'on la ressentait. Puis j'ai aimé la complicité qu'on avait. On n'avait pas peur de dire, OK, est-ce que tu peux dire ça d'une telle manière pour améliorer ton jeu? Est-ce que tu pourrais faire ça à la place? C'était vraiment comme constructif. Puis je pense que c'était un point fort aussi. C'est vrai que chacune, vous vous êtes amélioré en interprétation au fil de l'évolution du projet, mais vous vous êtes aussi amélioré en direction de comédienne, parce que vous avez un peu plus d'expérience, vous comprenez qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un pour essayer de le motiver, pour essayer de réorienter sa façon de faire l'émotion qui est visée. Donc, oui, moi aussi, le tournage de la semaine passée, c'était vraiment un feu d'artifice où tout semblait fonctionner parfaitement. Annalise, vas-y. Ben juste, j'ai oublié de le dire, là, mention spéciale à Bianca et à son copain la semaine passée, que c'était la première fois que nos personnages étaient physiques et non juste son, là. Et parce que, en tout cas, vous allez sûrement voir les photos, là, si vous écoutez cet épisode-là, c'est parce que vous avez regardé les pages. Puis c'était vraiment trippant, là, de changer vraiment. Ben là, ça fait plus pièce de théâtre, mais c'était vraiment trippant. Non, mais c'est vrai que c'est quelque chose, quand vous avez commencé le programme, vous aviez en tête que vous alliez, en dernière session, vous déguiser, interpréter vos personnages sur la scène de la salle de spectacle du collège. Finalement, ça n'a pas été le cas. J'imagine que certains d'entre vous, sans nécessairement rêver à ça, mais trouvaient ça le fun, l'idée de se déguiser en un personnage. Donc, au moins, vous avez pu un peu vivre cet élément-là. Quelqu'un veut ajouter quelque chose par rapport à cette question-là ou on y va avec une dernière question? Donc, je me demandais, comme vous l'avez déjà dit, c'était toute une première expérience pour vous, la création d'un balado. Je me demandais, est-ce que certains d'entre vous avaient à ce point aimé ce que vous avez vécu cette session-ci, que ça vous a donné l'ambition, le désir de créer éventuellement votre propre balado? Et si oui, ça serait quel genre de balado vous aimeriez faire? Florence, tu es la première à vouloir intervenir. Je te donne la parole. Oui, ben moi, de base, j'aime ça écouter des balados dans mon temps libre, là, j'aime ça, puis tout, puis j'avais toujours comme eu envie peut-être d'en faire un jour dans ma vie, mais tu sais, on dirait que je savais pas trop comment ça marchait, je m'imaginais pas, c'était pas, ça s'était jamais concrétisé dans ma tête, mais là, ça s'est fait, donc je sais que c'est possible, je sais comment ça peut se réaliser et tout. Puis moi, à l'université, je m'en vais en sciences politiques, puis j'aime beaucoup écouter les podcasts ça s'appelle Les enjeux internationaux où les idées mènent le monde. Les idées mènent le monde, là, c'est un podcast québécois que je trouve vraiment cool, qui parle de plein d'enjeux politiques. Et je me dis, ça serait peut-être cool si je rencontre des gens ou, je sais pas, à l'université de faire un podcast avec des enjeux plus politiques. Mais voilà.
Vous voyez à quel point les études littéraires ouvrent les portes là, en sciences politiques. On va dans plein de domaines et justement, on peut faire des podcasts sur absolument n'importe quoi. Donc, merci Florence. Écoute, si jamais ça se concrétise, tiens-moi au courant. Je vais être parmi tes premiers auditeurs. Est-ce qu'il y en a d'autres que ça, je sais que ça a fait naître des projets, Samira? Oui, ben j'ai tellement aimé ce projet-là. Je me suis dit, j'ai eu quelques idées pour peut-être un autre balado de fiction. Puis là, comme plus j'y pensais, plus ça venait. Puis là, je me suis dit, j'aime vraiment ça, l'histoire de l'art. Ce serait vraiment bien si je pouvais faire quelque chose sur le sujet de l'histoire de l'art. Ce serait quelque chose de plus journalistique aussi, avec plus de recherche, de parler de petites anecdotes historiques autour d'œuvres d'art ou bien d'œuvres d'art modernes, d'œuvres d'art contemporains. Puis, donc, je suis partie dans cette lignée-là. Puis, moi aussi, j'aime beaucoup ça, écouter des balados. Puis, d'habitude, je les écoute plus en anglais. Mais je me suis dit, ce serait bien d'avoir Il y a beaucoup de balados en anglais, ils appellent ça true crime, mais c'est le vrai crime. Puis, c'est vraiment populaire en ce moment. Mais je me suis dit, ce serait vraiment bien d'avoir une version plus historique, une variante historique de ce genre de balado. Donc, il y a plusieurs anecdotes historiques qu'on n'apprend pas nécessairement dans notre parcours scolaire. Donc, je pense que ce serait vraiment intéressant à aborder. C'est comme tu le dis, c'est vrai que par la force du nombre, il y a plus de balados en anglais qui existent, mais justement, ça fait en sorte que c'est à nous de changer les choses et de créer du nouveau contenu en français. Est-ce qu'il y en a d'autres parmi vous qui ont peut-être des ambitions? Je vois Anna Laise qui n'est pas sûre. Non, ça aurait été ça pour toi, l'expérience du balado, puis on passe à autre chose? Ben, c'est pas ça. C'est moi, tu sais, si, mettons, je participais à un autre... J'ai vraiment aimé ça, mais j'ai encore beaucoup de doutes sur mon jeu d'actrice. Donc, je pense que je me pencherais moi aussi sur quelque chose de vrai, là, pas de fiction. Puis je sais que moi aussi, je m'en vais à l'université comme Florence. Et je sais que ma faculté en a un balado. Donc, c'est en droit, toi, c'est ça? Hein? En droit, oui. La faculté fait un balado, je pense, par semaine sur les actualités. Je ne sais pas trop pourquoi, je ne suis pas encore rendue là. Mais bon, ça m'ouvre un petit peu plus la porte. Là, c'est pour participer à ce projet-là, si jamais. C'est vraiment le fun. Merci, Mathilde. Ben moi, ça serait pas nécessairement de me partir mon balado. Quoique, moi, j'ai beaucoup aimé vraiment l'aspect de la fiction. Là. Ça serait pas avoir des conversations, mon truc. Mais ça m'a vraiment donné la piqûre, tu sais, d'écrire. Parce que j'aimais écrire avant, mais c'est jamais quelque chose qui m'a tant fait triper que ça. Mais comme écrire vraiment des scénarios, puis des répliques, j'ai vraiment adoré ça. Puis, tu sais, tout mettre ça ensemble, de pouvoir le jouer après, de le monter, puis voir ce que ça donne, ça m'a vraiment allumée. Fait que je sais pas si je vais aller dans ça plus tard, là. Mais en tout cas, ça m'a donné... ça m'a beaucoup. OK. Donc, peut-être pas nécessairement l'aspect balado précisément, mais créer des histoires. Ouais, c'est ça, exactement. La création m'a beaucoup... Ouais, c'est ça. J'ai beaucoup aimé. Puis sinon, peut-être que ça ne vous intéresse pas de continuer dans cette direction-là, mais Rose, Bianca, je suis juste curieux, est-ce que justement ça fait naître des idées chez vous ou du moins pas pour l'instant? Moi, personnellement, genre, si je devais refaire un projet de ce genre-là, ce serait pas un balado que j'aimerais faire. Autant que c'était le fun, mais je pense qu'il y a une grande partie que j'adore dans les projets de création, c'est le visuel. Genre, quand il y a une belle image avec tout ça, là, puis que c'est magnifique, puis que les personnages, là, ça, honnêtement, je sais pas, j'adore ça. Fait que du coup, si j'avais à me lancer dans un projet similaire, ce serait d'écrire des scénarios pour des jeux vidéo. Bref, des jeux vidéo, ben oui, mais ça c'est un filon qui est très, très intéressant, évidemment. Les jeux vidéo ont pas mal évolué au cours des dernières années, puis souvent, les jeux qui se distinguent le mieux, désormais, sont ceux qui ont la meilleure histoire à raconter, puis ça donne des possibilités narratives aussi qu'on ne retrouve pas dans les autres médiums. Donc oui, je suis tout à fait d'accord avec le potentiel de ce côté-là. Et Bianca, de ton côté? De mon côté, je vais continuer en anglais, donc malheureusement, je ne vais pas continuer. Je sais pas, peut-être que je vais continuer à écrire en français aussi, mais je vais aller à McGill en travail social, puis ce serait peut-être intéressant de faire des balados pour conscientiser le monde par rapport à certains enjeux sociaux. Je vais garder ça en tête, mais j'ai plus aimé le processus d'écriture que l'enregistrement. J'ai vu ça, mais je trouvais ça pas mal stressant. Donc, j'ai
stressée aussi. Ça a aidé à mon jeu, mais je pense que c'est un peu moins pour moi. Ouais. Tu te vois pas comme une performer avant toute chose. Ouais. All right, ben, c'est tout à fait correct. Là, en même temps, je vous posais la question, est-ce que vous avez envie ou pas? Mais finalement, je vous ai tout obligé de répondre. Donc, c'est correct aussi de ne pas avoir envie. Hein. Donc, ben, écoutez, je pense que c'était bien éclairant, cette discussion-là qu'on a eue. Je remercie aux gens qui nous ont écoutés. Si jamais il y a des gens qui nous écoutent, on l'espère. J'espère que aussi ça vous a permis de mieux comprendre donc tout le travail qui a été nécessaire derrière la production de La Goutte de Trop. Donc, ben, écoutez, c'était un grand plaisir de travailler avec vous, mesdames, cette session-ci. Alors, je vous souhaite une excellente fin de session et qui sait, peut-être qu'on aura éventuellement à retravailler ensemble sur un futur projet. Donc, merci à toutes. Merci.